Quels sont les 3 indicateurs qui vont décider de la prochaine évolution du Bitcoin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a 3 événements macroéconomiques, ce sont plus précisément des statistiques qui vont être sorties d'ici quelques jours, voire quelques semaines, qui vont indiquer cette tendance. Va-t-on rester autour des 20 000 $ ou plutôt remonter sur les 30 000 comme l'annoncent certains analystes, voire s'effondrer sous les 15 000 $? C'est ces 3 événements macroéconomiques, ces 3 statistiques qui vont nous l'indiquer. Ça devrait être des catalyseurs d'une hausse ou d'une continuation de la baisse. Le 13 juillet, c'est le premier indicateur, on aura l'inflation. On aura les chiffres de l'inflation US qui seront vraiment scrutés. C'est dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Si l'inflation continue d'accélérer aux États-Unis, ça va être très négatif pour le Bitcoin. Si on a plutôt une accélération qui est en train de diminuer, ce serait plutôt neutre, voire légèrement négatif. Par contre, si on a une inflation qui diminue en rythme mensuel, c'est tout à fait possible que les marchés commencent à reprendre confiance dans les actifs risqués, actions et aussi crypto-monnaies. Allez, le deuxième indicateur, il va sortir le 26-27 juillet. Ce sera les réunions de la Fed, les réunions du comité du FOMC, dans lequel on verra quelle est l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. La Banque centrale va-t-elle augmenter de 50 points de base ou de 75 points de base ces fameux taux d'intérêt? Si on augmente plutôt de 75 points de base, c'est très baissier pour le marché action et pour le Bitcoin. Ça veut dire que la Fed estime qu'elle n'a pas encore réussi à diminuer l'inflation. Par contre, si on est plutôt sur une hausse de 50 points de base, ce serait plutôt haussier pour les actifs risqués. Donc positif pour le Bitcoin, et ça voudrait dire que la Fed estime qu'elle a encore des marges de manœuvre pour maîtriser l'inflation, mais aussi pour limiter la récession qui est plus que probable. Récession, on y arrive. Le 28 juillet, on saura officiellement si le deuxième trimestre aux États-Unis correspondait encore à une baisse produit intérieur brut. Donc on saura officiellement si nous sommes dans ce qu'on appelle une récession technique. On savait que le premier trimestre aux États-Unis, on a une baisse de la croissance de 1,6%, et il faut officiellement attendre normalement un deuxième trimestre de baisse pour rentrer dans une récession. Pour l'instant, la Réserve fédérale estime que cette croissance devrait reculer de 2,1%. Donc non seulement on rentrerait dans un deuxième trimestre consécutif de baisse de la production, donc officiellement en récession, mais l'activité économique se contracterait de plus en plus. Ce serait quand même assez inquiétant. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que le 13 juillet, il est tout à fait possible que les chiffres de l'inflation soient plutôt positifs, c'est-à-dire que l'inflation commence à diminuer, en tout cas aux États-Unis. On voit qu'en Europe, c'est pas du tout le cas. On est en train d'accélérer. Donc ça peut être interprété positivement sur les marchés. Donc il est possible que la Fed décide d'augmenter un petit peu moins que prévu ces taux, c'est-à-dire plutôt à 0,5%. Pour l'instant, la plupart des analystes estiment que l'augmentation sera plutôt de 75 points de base plutôt que 50, mais 50 c'est tout à fait possible, donc ça pourrait être une deuxième nouvelle plutôt soit neutre, soit positive pour les actifs risqués. Par contre, en termes de récession, c'est quasiment pricé dans les marchés. On sait qu'officiellement, on va sûrement rentrer dans une période de récession. Si la baisse de la croissance est inférieure à ce qu'on a eu au premier trimestre, ça pourrait être interprété un peu moins négativement, mais il faut savoir que les investisseurs ne se font plus tellement d'espoir concernant cette récession. On y est. Je pense que ce chiffre va être scruté, mais qu'il y a très peu d'espoir, en tout cas de la part des opérateurs. Cointelegraph qui nous annonce que l'USDC de Circle est en train de dépasser Tether, en tout cas est sur le point de dépasser Tether en termes de capitalisation de marché. Il faut savoir qu'on a beaucoup de peur sur les marchés du stablecoin, avec certains stablecoins qui sont très mal collatéralisés. L'USDT, on avait eu pas mal de scandales, mais Tether, l'USDT de Tether restait malgré tout le stablecoin numéro 1 en termes de capitalisation de marché. Ils sont toujours à 66 milliards de dollars. L'USDC est en train vraiment de rattraper fortement ce Tether, cet USDT à 56 milliards de dollars. Ensuite, on a le BUSD à 17 milliards de dollars. Un stablecoin que j'apprécie également est l'USDP, qui est de l'entreprise Paxos, qui est uniquement collatéralisé en dollars, beaucoup moins connu, mais qui gagne à l'être. Un article du journal du coin qui nous fait une petite analyse de la part de Solana. Solana va-t-il se relever? Il nous annonce que Solana a enregistré une belle montée d'environ 48% entre le 13
Et le 25 juin, Solana est-il en train de se relever? Alors, on va regarder depuis le 13 juin. C'est super, on a touché les 25 $ sur Solana, on est monté quasiment 70% de hausse. Donc quand on voit ça, on a beaucoup de personnes qui vont acheter. Regardez, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de volume. Donc pas mal de gens qui ont acheté en se disant Solana repart. Prenez toujours du recul sur ces articles, prenez toujours des graphiques. Regardez un petit peu, mettez des moyennes mobiles, regardez. La tendance est clairement baissière en journalier. À aucun moment on a cassé de résistance, c'est toujours très baissier. Solana, regardez, depuis le point haut, on a perdu quasiment 90%. Voilà, on est à 87% de baisse sur Solana. On a une petite reprise. Voilà, il faut pas s'exciter. Honnêtement, pour moi, Solana, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette résistance à 145 $, je n'y touche pas. Il y a un indicateur que j'aime beaucoup également, c'est le stochastique en mensuel, qui va nous donner de très bons points d'entrée, au-dessus notamment de ce niveau des 25. On va avoir des niveaux qui sont très intéressants à long terme pour rentrer, qui vont nous signifier que les acheteurs reviennent. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne sur le Bitcoin. Ça marche quasiment sur tous les marchés. C'est un indicateur, ce n'est pas forcément une martingale. Par contre, c'est un indicateur que je trouve très pertinent si on le couple évidemment à d'autres. Donc regardez un petit peu, notamment Bitcoin. Ça c'était en 2019. Quand on dépasse ce niveau des 25, ça veut dire que les acheteurs commencent à reprendre le dessus. On avait un signal en 2019 à 5000 $, ça permet d'éviter d'immobiliser trop longtemps son capital et surtout de savoir quand les acheteurs reviennent. Pareil pour le S&P, on avait vraiment des super signes en mensuel. C'est là que je le préfère forcément quand les unités de temps sont plus importantes. On a des probabilités de gain pareil qui augmentent. Regardez, après la crise de 2008, super signal magnifique. En 2009, à 800 points sur le S&P, on est actuellement à 3800 points. Donc ça faisait vraiment un super signal acheteur sur le S&P. Essayez de regarder cet indicateur, le stochastique, je l'utilise sur TradingView en 14. Moi, c'est la moyenne que j'utilise qui m'intéresse le plus. Regardez, faites vos tests sur des données historiques. Moi, je le trouve hyper pertinent en mensuel. Pensez toujours à coupler plusieurs indicateurs pour augmenter vos probabilités de gain. Le premier stablecoin euro, le ROC de Circle qui arrive sur Bitpanda Pro. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Ce fameux stablecoin euro a été émis par des Américains. Eh bien, il vient d'être listé sur Bitpanda uniquement pour les comptes professionnels. En espérant qu'on ait un stablecoin européen. Toujours la folie sur les ENS. Ce qu'on appelle Ethereum Name Service, qui sont des ETF liés à des URL, des noms de domaine. On en a un qui vient de se vendre pour 315 000 $. C'est le 000.eth. Il y a même des clubs, on en avait parlé dans une vidéo précédente, des clubs pour les détenteurs de domaines ETH avec 3 chiffres. Mais ce n'est pas le plus cher. Le plus cher, c'était Paradigm.eth qui a été acheté pour 420 ETH. C'était en octobre 2021. En plus, l'ETH valait beaucoup plus. Voilà le club dont je vous parlais. Les personnes entre 000 et 9999 ont un club. C'est un club privé, c'est à l'image un petit peu du Bored Ape Yacht Club. On a déjà des noms, je suis allé voir sur OpenSea, qui valent très cher. On a porn.eth, poker.eth, tout ce qui est industrie du vice qui se vend très cher sur Internet. C'est un marché à suivre. Le Fear and Greed Index, on remonte un petit peu, on est à 19. C'est quand même un peu mieux, on est toujours dans l'extrême peur. Hier, on était à 14, la semaine dernière à 10. Regardez, la dernière fois qu'on a atteint ce niveau, c'était le 7 mai 2022. On était à 23, donc ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas été autant en confiance sur le marché crypto. Peut-être ce fameux début de mois de juillet, peut-être que l'été redonne un petit peu de sourire aux investisseurs crypto après cette chute monumentale. Et du côté des 10 plus grosses capitalisations, on a Bitcoin qui fait du surplace sur 24 heures, Ethereum plus 1,6, BNB plus 1,2, XRP moins 1,2, Cardano moins 2,2, et Solana, pareil, sur place, et Dogecoin, moins 1,7. Bitcoin, je vous l'ai dit, fait du surplace, on est toujours en train de jouer avec la zone des 20 000 $, il est tout à fait possible qu'on continue à recharger. Ça avait duré du 9 mai au 10 juin, donc quasiment un mois, sur la zone des 30 000 $, il est tout à fait possible qu'on continue jusqu'à mi-juillet à se chercher, et pourquoi pas, je vais faire le lien avec le début de la vidéo, pourquoi pas se choisir une direction quand on aura les chiffres de l'inflation US le 13 juillet, donc ça correspondrait également à une petite pause de rechargement pendant un mois. Ethereum c'est pareil, on est toujours sur ce niveau des 1000 $, alors on a un petit range, on est montré jusqu'à 1250, entre 1270 et 1000 $, on a des gens qui s'amusent à vendre les points hauts, à acheter les points bas.
Honnêtement, c'est pas dans ces marchés-là qu'il faut s'exciter. On va attendre pour l'instant que le marché choisisse une direction franche, parce qu'une fois que ça casse en hebdomadaire, comme ce qui s'était passé, je vous le rappelle, la semaine du 5 juin, regardez, une fois que ça casse en hebdo des gros niveaux, là c'était le fameux point haut qu'on avait eu en 2018, une fois qu'on le casse avec une bougie bien remplie, bien impulsive, on redescend, regardez, en une seule fois ça descend. Bitcoin, c'est pareil, on se cherche, on a des gens qui s'excitent un petit peu dans les ranges. Par contre, une fois qu'on a des bougies très impulsives, des bougies bien remplies avec du volume et qu'on casse des gros niveaux, comme c'était le cas ici avec les 30 000 $, on descend d'un coup sur les prochains supports. Donc on a beaucoup de gens qui parlent un petit peu, qui critiquent l'analyse technique. L'analyse technique, quand c'est fait sérieusement sur des gros niveaux avec des signaux convergents, ça peut être très puissant. Le marché des NFT qui se ressaisit un petit peu, on l'a vu par rapport à l'ETH, sur 7 jours, ça remonte un petit peu. On est toujours assez froid en termes de psychologie. Du côté des marchés traditionnels, on a le CAC 40, on va le voir ensemble, qui est aujourd'hui sur une belle baisse de 2%, avec forcément une potentielle contraction de l'économie européenne au 3e trimestre, qui plombe le CAC 40. Annonce TradingSats, on va voir ça ensemble dans la partie sur les graphiques. Les génies du jour, c'est Deezer qui ont choisi de s'introduire en bourse dans cette période très tumultueuse, avec de l'inflation, avec une récession, avec la guerre. Et ben on a nos champions français Deezer qui choisissent de faire une introduction en bourse. Qu'est-ce qui se passe? Et ben ils se font massacrer 16% sur la première séance. On a aussi l'euro-dollar. L'euro-dollar, on a touché un point bas qu'on n'avait plus atteint depuis 2016, c'est la parité. On est quasiment à la parité, on a 1,02. Grosse baisse sur l'euro-dollar. Le dollar qui bénéficie très largement de la ruée vers la qualité. On a beaucoup de fonds d'investissement qui essaient de se réfugier actuellement dans le dollar, et surtout cette guerre en Ukraine qui fait très mal à l'économie européenne. Donc hier, je vous l'avais dit, c'était férié, journée de l'indépendance aux États-Unis, fête nationale. Donc aujourd'hui, on a les traders qui reviennent sur les marchés. C'était assez agité, on va voir ça juste après. On a eu des chiffres quand même assez intéressants du côté du Royaume-Uni en termes d'activité économique, avec les indices PMI qui sont non seulement plus hauts que les prévisions, mais aussi plus hauts que les chiffres précédents. Donc l'activité qui repart au Royaume-Uni, plutôt positif. Honnêtement, c'est pas ça que regardent les marchés. Pour l'instant, on est surtout sur ces thématiques d'inflation, sur cette récession qui est en train d'être pricée. Donc on est plutôt sur des thématiques très négatives. Il faudra quand même suivre demain, on aura le compte-rendu de la réunion du FOMC à 20h, très important. La BCE jeudi, et le discours de Lagarde vendredi. Donc, je vous l'ai dit hier, on a beau être en juillet, on a quand même beaucoup d'activités financières, beaucoup de statistiques qui vont sortir, et le plus important, ça va être les chiffres de l'inflation le 13 juillet. Le VIX, ne s'y trompe pas, on est toujours en tendance haussière, l'indice de volatilité, on se cherche quand même toujours autour des 30, mais depuis ce matin, on est quasiment sur une hausse de 5% du VIX. La Chine qui se reprend bien. Je vous en ai parlé depuis quelques jours, qui se reprend très fort. Depuis quelques semaines, on a cassé des gros niveaux. On est en train de confirmer en hebdo. Ça fait quasiment 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de hausse en Chine, alors qu'en Europe et aux États-Unis, on est très baissier. Regardez sur le CAC. CAC 40, 2 semaines consécutives de baisse. On est en train de toucher des niveaux. On a à moins 2,50 sur le CAC, qui est vraiment très vendu. Beaucoup plus vendu que le DAX, à moins 2%. On n'est pas loin de retoucher des niveaux qu'on avait touchés le 7 mars 2022, au niveau des 5750. La séance va se clôturer dans quelques minutes. Et pour le S&P, baisse de 1,8% pour l'instant. On a quand même pas mal de volatilité aujourd'hui, c'était férié hier. Donc les traders s'amusent. Regardez l'ouverture. On a eu un gros gap baissier. Mais pour l'instant, on n'a pas encore choisi la direction. Il faudra casser cette bougie pour choisir la direction. Et on a quand même un gros niveau de support sur les 3730. Par contre, si on venait à casser ce niveau des 3730, on pourrait très rapidement redescendre sur les 3700, voire sur les 3630. Il y a de la volatilité aujourd'hui. Et demain, on aura le compte-rendu du FOMC. Donc on va avoir une semaine très volatile sur les marchés. Voilà pour ce point de marché du mardi 5 juillet. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à télécharger aussi le guide pour investir en période de crise. C'est une formation d'1h30 dans laquelle vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Normalement, elle vaut 199 €, mais vous pouvez la voir gratuitement en cliquant sur le lien en description et en commentaire. Allez, je vous dis à demain pour un nouveau point de marché.